Comment que c'est la série audio et vidéo dédiée au mouvement sportif du département du 57, la Moselle. À travers cet échange, nous allons découvrir une personnalité qui nous révélera comment le sport est un élément moteur pour son quotidien. Comment que c'est brut, c'est sans filtre et c'est avec l'éblouissante Oriana Lazrac, spécialiste de l'heptathlon et en route pour les JO Paris 2024. Comment que c'est, Oriana? Ça va, je suis hyper heureuse d'être là, donc let's go. Oriana, je suis très content de t'accueillir sur cette première. J'aimerais bien qu'on parle un peu de toi. D'où tu viens déjà? Parce que tu ne viens pas de la Moselle, je crois qu'il y a une petite anecdote là-dessus. Tu ne viens pas directement de la Moselle, mais savoir un peu d'où tu viens et d'où vient ce précieux nom qui est Lazrac Classe. Tu me donnes la petite anecdote également. Ah, ok. Du coup, je suis née à Pithiviers, dans le 45, au-dessus d'Orléans. On ne choisit pas où on est, mais par contre, je choisis où on vit, etc. Et du coup, moi, je suis très heureuse d'être mosellane parce qu'à partir de mes 3 ans, je suis arrivée en Moselle et je ne l'ai jamais quittée, entre guillemets, sauf petit intermède à Montpellier, mais je pense qu'on en reparlera. Donc, depuis mes 3 ans, je mange des quiches lorraines, je clenche les portes, je bois à la cruche, même si ça ne se fait pas. Et mon nom, j'ai eu beaucoup de questions sur mon nom de famille, alors, c'est de quelle origine, etc. Mon père est marocain, mais ça ne change rien. Je pense que j'ai eu mes beaux cheveux bouclés grâce à ça. C'est Lazrac Classe parce que mon grand-père est parti à la guerre, il me semble, la guerre d'Algérie. Et il se trouve que il était illettré, donc quand il a donné son nom pour l'inscription pour la guerre, il a dit Lazrac Classe. Et Classe, c'est rien en arabe. J'espère que je l'ai bien prononcé. Je ne parle pas du tout l'arabe. Et du coup, l'officier qui a noté son nom, il a noté Lazrac Classe. Donc, c'est pour ça que j'ai un nom composé et c'est seulement celui de mon père. C'est génial comme anecdote. Justement, tu es arrivé en Moselle à 3 ans, c'est bien ça? Tu as fait des études, donc tu es diplômé en chimie et en diététique, si j'ai bien compris. Pourquoi la diététique? Pourquoi la chimie? C'est vrai que ce n'est pas des orientations qu'on prend habituellement. Pourquoi ces orientations scolaires, professionnelles? J'ai toujours adoré la science. Quand j'étais au lycée, même avant, je voulais devenir astrophysicienne, puis dans le nucléaire. Je suis passée par tous les états avant de faire de la chimie. J'ai toujours été très bonne là-dedans. C'est des domaines qui m'attiraient énormément et je voyais pas l'incompatibilité entre sport et science. Donc, je me suis dit pourquoi pas. J'ai continué mes études là-dedans. Après, mes études de chimie, je les ai pas terminées. Je suis partie sur un BTS diététique parce que je trouvais plus le lien entre quand même tout ce que j'aimais dans la science et ce que je faisais à côté, donc le sport de haut niveau. C'était vraiment le pont, le lien qui me convenait. Donc, j'ai fait ça. Ça m'appelait énormément, mais je l'ai mis sur pause pour pouvoir cette année me consacrer seulement au sport et mettre toutes les chances de mon côté pour Paris 2024. On en reparlera de Paris 2024. La diététique, moi je trouve que c'est le bon lien entre le sportif et le sport de haut niveau et l'alimentation, parce que la diététique ça reste de l'alimentation. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui aux jeunes qui justement s'alimentent avec du fast-food ou ne font pas attention à leur alimentation? Qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil? Ne serait-ce qu'en termes, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut boire, qu'est-ce qu'il faut manger, à quelle heure? Est-ce que tu as des conseils pour ces jeunes qui débutent dans le sport de haut niveau? C'est toujours du cas par cas, c'est dur, mais par contre, il y a toujours des conseils généraux qu'on peut donner aux gens. Il faut manger varié, manger le plus varié possible. Il y a toujours des aliments qu'on préfère à d'autres, mais essayer des nouveaux plats, essayer des nouvelles recettes, etc. Ça vous apportera forcément autre chose que vous n'avez pas d'habitude. Et parfois, ça nous manque, etc. On est souvent en carence, surtout quand on est sportif de haut niveau. Donc, par exemple, nous, à la fédération, on a des examens à faire tous les ans, voire tous les 6 mois, pour être sûr qu'on est en bonne santé et qu'on ne manque de rien. Donc, principalement, manger de tout, manger très varié.
et buvez beaucoup d'eau. Je vous conseille d'avoir votre gourde tous les jours, tout le temps, pour pouvoir vous hydrater en permanence parce que en tant que sportif déjà, on est souvent en manque d'eau, etc. Donc on a des boissons d'effort, des boissons... moi je bois beaucoup de Saint-Thior pour tous les minéraux qui sont à l'intérieur et qui permettent de récupérer plus vite. Mais vraiment boire surtout le long de la journée et manger varié, c'est les 2 meilleurs conseils que je peux leur dire. Ok, bah c'est très très bien. Et toi, donc, tu es quand même spécialiste de l'heptathlon. Donc heptathlon qui veut dire 7 épreuves, c'est comme ça qu'on dit, 7 épreuves. 100 mètres L premier jour, saut en longueur, en hauteur, lancer du poids, 200 mètres. Deuxième jour, tu passes au saut en hauteur, lancer de javelot et 800 mètres. Que ça. Du coup, tu t'es un peu embrouillé. Ouais, c'est 100 mètres hauteur, poids, 200, première journée. Longueur, javelot, 800 mètres, deuxième journée. D'accord. Et oui, ce ne sont pas des sports différents. Je ne fais pas d'escalade, d'escrime, d'équitation ou autre. C'est que de l'athlétisme. Ça, c'est bien de le rappeler parce que souvent, alors tu fais du pentathlon moderne? Non, je ne fais que de l'athlétisme. Et ça tombe bien, moi je voulais en parler avec toi parce que moi je vois comment fonctionnent les entraînements d'un coureur, d'un sauteur, d'un lancer de poids. Et je me dis de combiner ces 7 épreuves-là, comment ça se gère au quotidien et surtout, qu'est-ce que tu es à la recherche de quelle performance? Quelle est la performance que tu recherches? D'être constante sur les 7 ou d'avoir des pics sur 1, voire 2, voire 3 épreuves phares qui te permettent d'obtenir un maximum de points. On reviendra aussi sur comment tu obtiens tes points justement pour te qualifier aux différents championnats internationaux. Sur les préparations, on fait de tout. Souvent 2 épreuves par jour ou alors une dominante physique puis du spécifique sur une épreuve pour pouvoir justement voir toutes les 7 épreuves et être prête sur les 7 épreuves. J'ai pas forcément de pic. Surtout, moi, c'est ma qualité, je suis hyper complète. J'ai fait de l'heptathlon parce que justement je pouvais pas choisir, j'étais pas excellente dans un truc, donc les pics pour moi parfois ça arrive parce que tu as passé un cap techniquement sur une épreuve, donc waouh, ça s'envole, tu fais plus de points et c'est incroyable, mais moi je suis de niveau moyen haut partout en tout cas, et j'essaye d'aller chercher la meilleure performance partout. La plupart du temps, on appelle un heptathlon plancher celui où tu es sûr de faire cette performance-là quasiment à chaque fois. Ça veut dire que peu importe ton état de fatigue, peu importe ton état de forme, tu es sûr de au moins sortir une performance, je sais pas, 5,80 en longueur, 1,70 m en hauteur. Ça, c'est le plancher. Et après, par contre, en grand championnat, par exemple, ou en championnat tout court, en France ou quoi, c'est là où tu vas chercher des grosses performances pour... tu te transcendes, quoi. Mais se perfectionner dans l'heptathlon, je trouve que c'est vraiment pas commun parce que l'entraînement d'un athlète qui a une épreuve, c'est difficile. Toi, tu en as 7. Tu as 7 entraîneurs, tu as 7 salles différentes. Je sais pas, il faut que tu nous expliques. Parce que pour être honnête, ça me paraît très conséquent pour une même personne d'avoir 7 épreuves à haute intensité. C'est vrai, mais en même temps, c'est une chance. Parce que justement, quand certains ne font que du 100 mètres, 100 mètres, ça dure 10 secondes pour les hommes et 11 secondes pour les femmes. Après 11 secondes, allez, c'est fini. Moi, j'ai la chance de faire 2 jours. Donc, d'avoir, une fois que je suis sur un heptathlon, je suis sûre d'être 2 jours sur la piste. Donc, c'est une énorme chance, je trouve, de faire de l'heptathlon ou du décathlon pour les hommes parce que on a le temps de s'exprimer sur la piste. Tu peux rater une épreuve et exploser dans une autre, etc. Donc, franchement, c'est une vitrine énorme pour notre sport parce que, ok, je veux bien que ce soit difficile à suivre, etc. Pour les gens de l'extérieur, mais on est tout le temps là. Vous nous verrez à chaque fois, je veux dire. Et du coup, pour répondre à ta question, c'est pas trop. Moi, je trouve pas que ce soit trop parce que j'ai les capacités pour le faire. Voilà. Je sais que je suis forte là-dedans, donc j'aime ça. C'est juste qu'on a moins de temps pour travailler une seule chose. On est moins perfectionniste. On ne peut pas être à la hauteur des spécialistes forcément dans les épreuves parce que eux passent 7 fois plus de temps du coup à travailler cette même épreuve. Mais par contre, on s'en rapproche et d'avoir autant d'épreuves, tu peux trouver des liens entre les épreuves. Tu peux apprendre quelque chose en longueur et que ça te serve en hauteur ou au javelot après. Donc, en termes d'apprentissage, on est vraiment plus rapide, je pense, et on a plus de tilt que les autres parce que
c'est une nécessité, on va dire. Et l'élément commun entre toutes ces disciplines, c'est la puissance, c'est faire preuve, je sais pas, d'efficacité, de rapidité. Quel est l'élément commun à toutes tes disciplines de l'heptathlon? Il y a forcément une dominante explosive, surtout chez l'heptathlon, parce que forcément, on a 3 courses, 2 sauts, et on n'a que 2 lancers, donc il y a une dominante puissance rapidité qui est vraiment là sur quasiment les 2 jours. Mais par contre, je pense que la qualité première, c'est ne rien lâcher. On veut dire la persévérance. D'accord. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut pour faire de l'heptathlon, parce que si tu abandonnes, non, tu peux pas. T'en as encore 7 derrière. Enfin, 6, 5, je sais pas où t'en es dans ton heptat, mais la persévérance, c'est la qualité première. On va parler un petit peu le point de vue de ton coach. Il dit que tu as une très grosse entraînabilité. Il dit vraiment que tu as une philosophie de travailleuse. Qu'est-ce que ça signifie justement d'avoir une grosse entraînabilité et que son coach justement te qualifie de cette manière-là? Moi, je suis très, très contente. Après, lui, il l'exprime très bien. Je pense que c'est le mot vraiment qui me définit le mieux. Je peux m'entraîner 3 fois par jour s'il faut, que je le ferai. Et je sais pourquoi j'y vais, quoi. En plus, pour la petite anecdote, c'est ça qui est drôle, on a passé des tests en Belgique, il me semble, pour voir notre taux de fibres rapides et de fibres lentes dans le corps. Et après, avec les résultats, on a vu que j'avais des fibres de marathonienne. Donc, c'est extraordinaire. Apparemment, j'ai le profil qu'il faut pour aller courir 42 km, mais je ne les ferai jamais de ma vie, on est bien d'accord, parce que c'est vraiment trop long. Bon, peut-être une fois. J'aimerais bien tester après ma carrière, mais... Mais ça veut dire aussi que quelque part, physiquement, tu es aussi faite pour des épreuves à haute intensité, mais de manière longue, très très longue. Et je me dis, finalement, tu es taillée pour les heptathlons, finalement. Oui, parce que c'est sur 2 jours, c'est dans la continuité. Après, notre seule épreuve, entre guillemets, de long qu'on a, c'est le 800 mètres. Et j'ai peiné pour le 800 mètres. C'était pas mon épreuve préférée, comme beaucoup de combinards pendant très longtemps. Et puis, avec l'entraînement, justement, on apprend à se découvrir, entre guillemets, parce que je pensais pas être capable de faire un jour 2-12 ou 800 mètres. Et je me suis étonnée moi-même, malgré mes fibres de marathonienne. Essaie de nous rappeler un peu ce que ça représente 2-12, en sachant que tu es heptathlonienne, donc tu fais 7 épreuves. Si demain tu courais avec les spécialistes de la discipline, à l'échelle française par exemple, ça représenterait quel classement par exemple? Je pourrais faire les nationaux sans problème sur les championnats de France. Facile. Mais c'est pas une épreuve non plus que j'aime. Mais par contre, une de mes anciennes concurrentes, Agathe Guimau, vient de battre le record du 1500 mètres, le record de France de 1500 mètres. Donc, en tant qu'heptathlète, je pense qu'on est bonne partout. Si on se spécialise, on peut carrément aller chercher des records et faire notre carrière sur une seule épreuve. C'est possible. De 12 au 800, c'est extrêmement important pour moi. Je compte bien faire mieux plus tard, mais on va dire que moi, je partais de très très loin. Dans mes années cadettes junior, j'étais à 2,40 au 800 mètres. Entre 2,40 au 800 mètres et 2,12, il y a un fossé, je sais. Il y a un gap, mais énorme. Et c'est une façon d'appréhender l'entraînement, c'est une façon d'appréhender la douleur, c'est une façon de voir la distance, en fait, qui a complètement transformé mon temps et la façon dont j'aimais le courir. Est-ce qu'à l'avenir, on pourrait voir des spécialistes de l'heptathlon se spécialiser? C'est ce que tu fais aussi sur des compètes nationales, c'est bien ça? Tu te spécialises justement sur des haies, il me semble bien, sur la longueur, non? Je me trompe? J'en ai fait certains. Là, cet hiver, par exemple, on a décidé de ne pas faire de pentathlon parce que l'été, c'est l'heptathlon 7 et l'hiver, en salle, on ne peut pas lancer le javelot, donc on n'en fait que 5. Et cet hiver, justement, on a décidé de faire que des épreuves individuelles pour me confronter aux meilleurs du pays, voir où est-ce que j'en suis, si j'arriverais à me transcender sur une telle ou telle épreuve. Et du coup, j'ai fait les championnats de France élite, du coup, pas dans ma spécialité, le pentathlon, mais avec les hurdleuses, donc le 60 mètres haies, et sur le 200 mètres avec les sprinteuses les meilleurs du pays, quoi. Et ça m'a Mais est-ce qu'on pourrait te voir un jour aller défier des spécialistes du 100 mètres haies, peut-être pas le 100 mètres haies, mais peut-être sur des plus longues distances ou du saut en longueur ou en hauteur? Est-ce qu'on pourrait imaginer des heptathloniens
heptathloniens, c'est bien ça, défier des spécialistes de leur discipline? C'est déjà arrivé, par exemple, nous, on n'a pas, mais il y a un Suisse, Simon Ehammer, qui, lui, était au championnat du monde avec moi l'année dernière à Budapest, en longueur. Pourtant, c'est un décathlète, donc il fait du décathlon, et pourtant, il fait partie des meilleurs du monde en saut en longueur. Donc, c'est possible. Bien sûr, Antoinette Nanajimou, j'ai écouté un podcast encore hier, elle me disait que parfois, elle pouvait faire les Europes sur les haies. Donc, en tant que heptathlète, on cherche toujours à repousser nos limites et pouvoir se comparer justement aux meilleurs dans chaque discipline, c'est notre but. On aime bien aller titiller les spécialistes et dire ah ah. Tu sais, c'est très intéressant ce que tu es en train de me dire parce que indirectement, quand on en parle, on voit à quel point vous touchez à énormément de disciplines. Et quelque part, la médiatisation de votre sport, elle est, on va dire, en dessous des autres disciplines de manière individuelle. Donc, un peu une sous-médiatisation de l'heptathlon. Comment tu peux l'expliquer? Je pense que c'est une histoire de compréhension. C'est une histoire de compréhension, je pense. Ouais. Et puis, pour médiatiser ce genre de discipline, il faut des stars. On a la chance d'avoir Kevin Meyer dans notre pays et ça a énormément aidé. Mais du coup, pour le décathlon, donc parfois, je me sers de lui aussi pour faire comprendre ma discipline aux gens. Donc, c'est une histoire de compréhension sur ah ouais, on fait 7 et comment ça se passe. Et c'est pas celui qui gagne à l'épreuve du 800 mètres qui gagne à la fin. C'est bizarre, etc. Donc, c'est encore beaucoup d'explications. Il faut que le grand public puisse comprendre, etc. Comment est-ce qu'on arrive sur le podium, comment ça fonctionne les points, comment est-ce que on arrive à être qualifié, tout ça. C'est de la vulgarisation. Il faut qu'on puisse vulgariser notre épreuve. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je suis désolé, je suis pas d'accord avec toi. Je t'en prie. On regarde de la F1, c'est quasiment la même logique de points. On va regarder du tennis, c'est quasiment la même logique de points. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis convaincu que si ce serait plus à la télé, plus médiatisé, on en parlerait beaucoup plus. Si une fameuse Oriana serait championne olympique, ça serait quand même beaucoup plus simple pour nous. Non, mais trêve de plaisanterie. Je suis convaincu que la médiatisation, la visibilité que vous pouvez avoir sur les médias de manière publique, les grands médias, nous permettra de mieux comprendre la discipline. Moi, je veux rebondir un petit peu sur le fait justement que tu as seulement 24 ans. Il y a 2 ans, 2022, si je me souviens bien, tu te blesses, c'est bien ça? Ouais. C'est le côté un petit peu difficile de ta carrière, une petite blessure. Tu peux nous en parler un peu de cette blessure? Ouais, bien sûr. Je sortais de mes championnats d'Europe espoir, donc ma première sélection en individuel en grand championnat. Ça, c'était trop bien. Je l'ai savouré et je retourne à l'entraînement en novembre-décembre et je me blesse à la cheville. Même pas à l'entraînement, je suis allée voir un ami qui fait du volley et comme je touche à tout, etc., j'adore le sport, je suis allée taper quelques ballons avec les gens après le match et je me suis fait la cheville. J'ai toujours été sujette aux entorses parce que je suis hyper laxe, donc c'est comme ça. Mais là, c'était vraiment quelque chose de super important. Enfin, c'était une grosse entorse, c'était pas n'importe laquelle. Et j'ai dû me faire opérer. Il me manquait 3 ligaments dans la cheville, donc début 3 quand même. Ah ouais, début 2022. Du coup, opération de la cheville. Ça veut dire 1 an sans sport. Ça veut dire 6 mois de rééducation, plus 6 mois pour revenir à la compétition. Ça veut dire aussi beaucoup de gamberge. Et ça, il faut que tu nous en parles parce que quand on est sportif de haut niveau, surtout quand on est jeune, on planifie sa carrière, on planifie un petit peu le cheminement pour atteindre les Jeux Olympiques, pour atteindre les championnats du monde. On y reviendra. Et moi, ce que je trouve, je voudrais qu'on en parle un peu de ce moment où on gamberge énormément. Les gens, comment ils peuvent t'aider, les gens, comment ils t'aident pas aussi. Comment tu t'es senti à ce moment-là et qui c'est qui t'a donné un coup de main? Je vais peut-être te décevoir, mais du coup, moi, je planifie absolument rien dans ma vie. Rien du tout. Non, vraiment pas. Je suis pas une meuf très organisée. Je progresse du coup parce que l'organisation etc. Ça fait quand même partie de la performance et il faut savoir ce que tu fais à tel ou tel moment. Mais j'ai de la chance d'être très très bien entourée par mon coach qui lui est très carré, etc. là-dessus. Donc je lui fais absolument confiance sur tout ce qui est planification, en tout cas l'entraînement, etc. Et c'est aussi pour ça que je suis revenue là où je suis. Mais c'est vrai que quand tu te blesses, ça te met un coup d'arrêt très dur. Après, comme
je planifie pas, mais j'ai un tel désir de compétition et un tel désir de sport que j'ai jamais douté que j'allais revenir. Je me suis fait la cheville, je me suis fait opérer. Wow. Je savais que j'allais revenir. Je savais que j'arrêterais pas l'athlétisme sur ça, quoi. Je savais que ça me prendrait peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans. En fait, je calculais même pas parce que moi, c'était les Jeux. Je vais aller aux Jeux. J'irai aux Jeux. Point. Donc, tu te blesses, un arrêt d'1 an, et tu te dis, je vais aller aux Jeux, alors que tu reviens 1 an avant les Jeux. En fait, extraordinaire. Non, mais je l'ai même pas, bien sûr, mais tu es extraordinaire. Je l'ai pas pensé comme ça. Pour moi, c'est le rêve d'une vie. Je m'entraîne pour ça. J'aime énormément mon sport, donc j'étais vraiment frustrée en manque de sport. Hein. Je veux dire, quand je me suis fait la cheville, ça a été très très difficile. Je dis pas que j'étais pas dans le doute, dans l'incertitude, etc. Parce que quand j'ai pu enfin recourir, j'étais vraiment à râler pas crête. C'était nul. Mais c'est normal le aussi. Nombre de fois où j'ai pleuré et tout, je me suis dit mais j'arriverai jamais à retrouver mon niveau, etc. Mais au fond de moi, je retournais quand même à l'entraînement. J'étais mal de ce que je venais de faire, mais je m'en satisfaisais absolument pas. Je me suis dit, écoute, demain, tu as fait 50 kilos aujourd'hui, tu feras 60 demain, et c'est comme ça, et tu reviendras petit à petit. Là-dessus, j'ai eu énormément d'aide, parce que j'ai un très bon groupe d'entraînement qui m'a soutenue, etc., où j'avais envie d'y retourner, envie de m'entraîner. J'ai un très bon entraîneur qui a continué à croire en moi, etc., à m'entraîner et à... on savait pas combien de temps ça prendrait, on n'en parlait pas forcément, etc., mais on a continué de s'entraîner. J'ai pris la décision aussi de prendre un préparateur mental, un psy du sport qui m'a énormément soutenue. Et puis j'ai fait des belles rencontres. Du coup, pendant que j'étais blessée, j'ai développé des amitiés. J'ai rencontré mon copain maintenant, Théo Viaume, qui m'a aussi énormément soutenue. C'est ma famille, c'est des amis, c'est toutes les personnes de l'entourage qui connaissent ton projet, qui savent comment tu es et qui te rappellent d'où tu viens et là où tu veux aller. Et quand tu doutes toi-même, c'est les personnes autour qui te rappellent pourquoi tu es là. Parce que faut le rappeler aussi, tu étais au Pôle France à Montpellier, c'est bien ça. Tu te blesses. Je ne veux pas dire que tu repars pas à Montpellier, c'est-à-dire que tu arrêtes comment on dit, ton cursus de formation à Montpellier. Au CREPS, ouais. Donc au CREPS, c'est ça, on appelle ça le CREPS. Et c'est là où je me dis, on peut tomber très très bas. On peut tomber très très bas parce que quand on est on est formaté, hein, quand on est formaté dans le cursus France et qu'il y a un arrêt en plus qui est une blessure. Hein, alors moi l'arrêt au Pôle France, c'était pas la blessure, ça a été le Covid. D'accord. Ça a été le Covid. Pour raconter l'histoire, je suis partie après mon bac, donc 2017, j'ai eu mon bac et je suis partie. J'étais depuis toujours, j'ai fait les sections sportives, collège, lycée, et du coup, en post-bac, je me suis pas dit, je vais arrêter le sport, j'ai des études à faire. J'ai dit, écoute, on va trouver le meilleur endroit possible pour que je puisse mener mon double projet. Et comme le Pôle France était à Montpellier, ça me dérangeait pas d'aller à l'autre bout de la France en plus. Il y a le soleil, c'était une très très belle vie. Donc il n'y a pas le soleil en Moselle, c'est ça? De temps en temps. On va pas mentir, c'est pas Montpellier. Mais c'est ici que je performe, donc c'est une terre de performance aussi, la Moselle, et c'est pour ça que je suis là. Du coup, j'y suis restée jusqu'à 2019, Covid. Et 2019, au moment du Covid, en plus, ils avaient fait une réforme au CREPS pour les Jeux Olympiques, donc ils avaient réduit l'effectif, etc. Je m'y retrouvais plus, je suis revenue en Moselle, j'ai appelé mon coach, qui est ancien décathlonien quand même, il a fait des sélections... J'apprends quelque chose. Et oui, c'est un ancien athlète de l'équipe de France de Faut décathlon. Dire son nom, ce fameux coach. Hein. Julien Chauffard, notez bien, c'est pas trop dur à retenir. Et c'est un excellent coach, très humain et très très compétent. Donc il est passé d'athlète de l'équipe de France à coach, entraîneur d'athlètes de haut niveau, dont moi, du coup. Il en a eu avant moi. Et il m'a dit, écoute, oui, viens, il n'y a pas de souci, je vais t'entraîner. Et depuis, ça dure, quoi. Bon, génial. On a des questions-réponses des fans. On va basculer sur cette partie-là. Donc, tu vas y répondre avec la plus grande franchise. Bon, je te rassure, il n'y a rien de compliqué. Donc, c'est de Josh, c'est moi. Bon, c'est leur pseudo sur Instagram, hein, donc voilà, Josh, c'est moi. Qu'est-ce qui te motive tous les jours et quand tu as du mal à te mettre dedans, quand tu as du mal à te mettre dans l'entraînement, qu'est-ce qui te motive tous les jours? C'est les petits moments de déclic à l'entraînement où tu te dis « Waouh, là j'ai pigé un truc ».
ces moments-là, c'est en même temps rare et en même temps assez souvent pour moi parce que j'ai un bon feeling avec le sport et avec mes sensations. Donc, quand tu es à l'entraînement et que tu n'as pas trop envie d'y aller, tu te dis, ah ouais, mais imagine, tu peux choper ça là, tu vois. Genre, et ça va t'aider après. Si tu chopes des déclics, forcément, les performances, elles vont suivre, quoi. Et quand je suis un peu indécise, etc. Ce qui m'arrive pas trop souvent parce que l'entraînement, j'aime beaucoup ça, quel que soit l'entraînement. Et puis, je sais pourquoi j'y vais, quoi. Je sais que j'adore ça. Donc, vraiment, c'est les petits moments de déclic où tu dis, waouh, ça y est, j'ai le truc là. J'ai senti le truc qu'il fallait. Bah, très bien. Ça, c'est un bon conseil. Donc, tu as quand même des repères. Tu as des repères, des indicateurs plutôt, qui te disent c'est bien, c'est moins bien. Donc, tu remets peut-être un coup ou peut-être. Est-ce que tu prends du repos? Moi, c'est une question que je te pose. Est-ce que quand ça va moins bien, tu te dis bon, bah, j'arrête, je stoppe, je vais me reposer, je reviens demain? Est-ce que ça t'arrive, ça, cette sagesse? Ça m'arrivait pas avant, forcément. On a toujours envie d'en faire plus, surtout dans l'hepta où on en a 7. Forcément, on se dit, bah, écoute, c'est peut-être la série en plus qui va faire, qui va faire. Et plus je grandis, on va dire. Quand j'aurai 24 ans et demi. C'est exactement ça. Écoute, de mes 24 ans, et ben oui, t'apprends du coup à pas forcer, à te dire que bah ça y est, la séance elle est faite, t'as fait ton taf et si ça commence à tirer un petit peu au mollet ou etc. Bah tu sais t'arrêter au bon moment et te dire bah écoute, tu vas revenir demain, tu vas tu vas recommencer l'entraînement et puis ça va bien se passer. Je pense que vraiment savoir se reposer, savoir quand s'arrêter surtout, c'est une très grande qualité chez un athlète. Ouais, je pense aussi. On passe à Céline Cara. Quel est le volume horaire d'une semaine d'entraînement? Le volume horaire? Entre 15 heures. Parfois c'est un petit peu plus, parfois c'est un peu moins. Ah non, on n'est pas en 35 heures, désolé. Mais ça, c'est le volume effectif quand je suis sur la piste. Ouais, ça, c'est énorme. Et ça, il faut le dire, parce que même si c'est 15 heures où je commence l'entraînement, mon échauffement, j'arrête l'entraînement parce que j'ai fini ma séance. Mais à côté de ça, faut bien manger, il faut aller chez le psy, il faut aller chez le kiné, il faut aller à la récup, il faut bien dormir. Donc tout est fait. Il faut faire des siestes aussi quand il faut, parce que tu t'es entraîné le matin, tu as encore entraînement l'après-midi, la petite sieste de 30 minutes, 1 heure, c'est peut-être ça qui va te faire avoir l'énergie, ou justement le petit truc pour avoir le déclic sur la séance de l'après-midi. Et tout ça, c'est pas compté dans les 15 heures que je viens de te donner, mais par contre, ça fait entièrement partie de la performance. Parce que tu vois, c'est intéressant ce que tu es en train de dire, parce que je m'imagine le fan qui est dans la salle et qui va voir ta course, ça dure 10 secondes, et il se dit, mais, tu vois, ces fameux supporters qui râlent. Fini dernière, qu'est-ce qu'elle fout? Par exemple, j'allais pas dire ça, mais au moins 3e, on pensait que. Mais derrière, il y a un travail monstre. Et ce travail monstre, en fait, tu l'as très bien dit, il se résume à 15 heures, mais derrière, il y a toute une organisation autour justement de la performance pour obtenir ce petit détail, ce petit centimètre, millième de centimètre. Ou de millimètres, ça va dépendre. Ouais. Mais c'est hyper intéressant ce que tu es en train de me dire. L'athlétisme, c'est hyper ingrat là-dedans parce que on s'entraîne, vraiment, on se rend pas compte de tout ce qu'on doit mettre en place, de l'hygiène de vie, de l'entraînement qu'on doit faire pour réussir à gagner un dixième sur les haies. C'est 0,01 parfois secondes sur une course. Et c'est peut-être ce centième qui fera la différence à la fin, qui te fera avoir la médaille. Et parfois, ça n'arrive pas. Et sport co. Par rapport au sport co, c'est... Mais non, tu aurais dû faire du sport co, tout simplement. T'aurais fait j'ai pas la mentalité pour faire le sport co. J'aime me dire que ma performance, c'est moi qui l'ai faite du début à Z. Genre, si je perds, c'est à cause de moi. Si je gagne, c'est grâce à moi. Ouais, mais c'est parce que tu as fait du sport individuel. Je pense qu'il y a une mentalité totalement différente entre le sport indiv et le sport co. Et là, on ressent bien que tous les efforts que tu fais, tu veux en récolter le fruit instantanément. Tandis que dans un sport co, on se dit, si je suis moins bien aujourd'hui, c'est pas grave. Il y a des bons et des mauvais côtés dans les deux, je pense. Mais j'en suis même convaincu. Ah oui, c'est sûr. Mais du coup, je peux pas avoir le point de vue sport co. Mais par contre, je discute beaucoup avec des personnes du hand, du rugby, du volley, etc. Et j'en ai fait d'ailleurs du volley. Ma mentalité un peu individualiste, du coup, a pas forcément plu, mais bon. Mais par contre, du coup, j'ai connu l'esprit d'équipe, j'ai connu tout ça. Et vraiment, c'est un autre univers et c'est vraiment...
Faites les deux. Si vous avez la possibilité, faites les deux. T'as raison. Merci beaucoup. J'ai une question, c'est de Aurel. Est-ce que cette année, tu ressens à l'entraînement une augmentation de tes perfs par rapport à l'année dernière? Je pense que c'est clair. Hein? Mais bon. On s'entraîne pour augmenter nos perfs. Ouais. Donc, j'ai battu mes records sur le 200 mètres et au 60 haies là, cet hiver. Donc, la réponse est claire, c'est oui. Ben, je m'en doute bien. Ensuite, on va passer, c'est une Dark Godons. Bon, je ne sais pas le prononcer. Quel stage est prévu pour ta préparation olympique? Alors, on va commencer direct là en mars. Je vais au Portugal avec l'équipe de France d'épreuves combinées. Tranquille, hein? Donc, c'est chouette. En plus, mon coach vient avec moi. Il faut savoir que lui est professeur de PS, donc parfois, c'est assez compliqué dans son emploi du temps pour venir en stage avec moi. Mais cette année, lui et moi faisons des sacrifices des deux côtés pour que on puisse être là tout le temps, tous les deux, et préparer au mieux, cette échéance olympique. Ensuite, je vais retourner au Portugal, mais cette fois en stage dit club, parce que c'est avec mes partenaires que je vois tous les jours à l'entraînement. On retourne encore au même endroit pendant 2 semaines et on essayera d'enchaîner avec une petite compétition. Moi, je ferai des épreuves individuelles pour pouvoir voir où est-ce que j'en suis grâce à mes 2 stages de préparation. Et ensuite, on sera déjà en avril, en mai, on sera en mai d'ailleurs. Et en mai, on commence les compétitions parce que j'aurai mes échéances pour réussir à me qualifier à Paris. Mais le Portugal, c'est au bord de la côte. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est Albufeira. Okay. Du coup, je vois très bien. Ouais. Entre l'Espagne et le Portugal. Mais c'est très beau là-bas. Ouais. On peut pas tous venir. Non, mais c'est marrant parce que c'est vrai que je suis pas mal d'athlètes et l'importance du beau temps. Ouais. L'importance de changer de centre d'entraînement pour se renouveler, ça apporte justement une volonté de s'entraîner différemment quand tu te lèves le matin, pendant une période. Tu pars combien de temps à peu près? On part 2 semaines. 2 semaines et demie à chaque fois. Et justement, le rôle, parce que c'est très important ce que tu es en train de dire, pourquoi avoir son entraîneur, ça change tout? Et pourquoi vous l'aurez pas? Moi, je ne comprends pas ce paramètre de se dire mon entraîneur n'est pas avec moi en stage. Comment tu fais? Pour répondre à la question sur l'entraîneur, c'est hyper important. C'est lui qui te connaît, c'est lui qui fait ta planif, c'est lui qui sait où est-ce que tu en es. Ouais. Et puis il doit tous les jours. Ça veut dire qu'il sait que il sait comment adapter aussi au jour le jour. Les gens qui te voient pas à l'entraînement, au quotidien, ils sauront pas forcément quoi te dire ou quoi adapter quand tu te sens pas très bien ou quand tu as une gêne quelque part. Alors que son entraîneur, lui, c'est lui qui te suit, il te connaît par cœur, c'est carré. Et parfois, écoute, tout n'est pas mis en place pour décharger les entraîneurs, alors que moi, ça y est, je suis sportive de haut niveau depuis 8 ans, etc. J'ai prouvé que je pouvais être en équipe de France et que j'y avais ma place et encore, on espère pour de longues années. Et c'est comme ça, je veux dire, c'est les institutions, c'est comment fonctionne la Fédé, comment fonctionne le sport en France. Je veux dire, on va pas refaire le monde, on s'en accommode, on essaye de faire au mieux. Et pour ce qui est des stages, changer de lieu d'entraînement, c'est la base. Déjà, pour, comme tu dis, s'aérer la tête, ne pensez que au sport, parce que parfois, on peut avoir des sollicitations qui sont la bienvenue, parce que forcément, par exemple, je suis là, tu vois, et je prends énormément de plaisir à discuter avec toi. Ouais. Mais en même temps, d'être focus sur que la performance, ça aide. Tu dors à côté du stade d'entraînement, tu manges 3 mètres plus loin, tu as la musculation, tu as le stade. Tout est facilité, c'est rendre la vie la plus simple possible pour qu'on puisse être le meilleur sur la piste et justement avoir des entraînements de meilleure qualité. Justement, je fais une petite passe d'ess, parce qu'on est à Cademos, et aujourd'hui, justement, le département de la Moselle a fait pousser cette structure d'Academos pour accueillir des délégations étrangères. Qu'est-ce que toi, tu en penses, justement, par rapport au fait de venir s'entraîner en France, parce qu'il faut imaginer, en France, à proximité de Paris, qu'est-ce que ça peut apporter pour une délégation étrangère de venir s'implanter ici en Moselle avant de partir pour Paris? Déjà, en TGV, on a 1h30. Donc, franchement, niveau transport, la Moselle, elle est hyper bien située là-dessus. En plus de ça, d'avoir un camp comme ça, comme Academos, ils ont, comme je viens de le dire, c'est comme un stage pour moi. Moi, je vais à l'étranger. Eux, ils viennent en France. Academos a mis les moyens, la Moselle a mis les moyens pour qu'ils aient tout à disposition et que ce soit
très très facilitant pour eux. Donc c'est un lieu de rêve. Je veux dire, en plus, on a la chance d'avoir une belle ville à Metz, des belles infrastructures. Donc je conseille à toutes les délégations de venir en Moselle. Hein. Moi, je suis d'accord. Et puis moi, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Bon, il n'y a pas la plage. Il y a pas la plage. Mais c'est vrai que la proximité de Paris à 1h20, 1h25, je sais pas exactement, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment top. De Léa, voilà, c'est ta plus grande fierté. Les championnats du monde de Budapest, du coup. On en reparlera tout à l'heure. Mais plus particulièrement, c'est d'avoir réussi à m'exprimer en grand championnat, d'avoir été à mon niveau dans un contexte qui peut être stressant, c'est un événement mondial, et d'avoir réussi à m'exprimer au meilleur de ce que j'étais à ce moment-là, dans cet environnement-là, c'est ma plus grande fierté. Ouais, on en reparlera. Et Arthur Attelé, 33, j'insiste sur le 33, parce que peut-être qu'il vient de Gironde. RPZ, hein. Pour toi, quelle est l'importance de la prépa mentale? Tu en as un petit peu parlé, mais je voudrais qu'on apporte... C'est parce qu'aujourd'hui, dans le sport moderne, la préparation mentale prend une grande partie chez les athlètes, justement, pour aller chercher le petit détail qui va faire la différence. Toi, c'est la prépa mentale et la santé mentale en général, c'est quelque chose qui commence à se démocratiser dans le sport, et c'est un combat qu'on va continuer à mener, parce qu'on pousse tellement nos limites tellement loin que parfois on s'oublie et on pense plus à notre bien-être en tant qu'humain, en tant que personne. Et parfois, il faut se tourner vers les gens qui ont les compétences, les prépas mentales, les psys, pour pouvoir faire la part des choses, savoir où est-ce qu'on en est personnellement, est-ce que notre performance nous définit. Tout ça, c'est des questionnements qui sont très importants, je pense, en tant que sportif de haut niveau, pour pas s'oublier et savoir pourquoi on le fait, et avoir une belle ligne directrice, être droit dans ses bottes, pouvoir respirer et dire « ouais, moi je suis comme ça, je veux aller là où je veux aller, je sais pourquoi je suis là », être clair sur ses ambitions. Et discuter avec les prépas mentales, les psys, c'est un atout qu'on ne peut pas se passer quand on est sportif de haut niveau. Il y a un sacré changement culturel là-dessus, je te garantis. Moi, à mon époque, un psy, la préparation mentale, ça fonctionnait, mais le psy, c'était chez les fous. C'est ça. C'est que t'es dérangé, quoi. Exactement, t'es dérangé. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que la mentalité a totalement changé là-dessus. Et toi, c'est qui t'emmène justement à la préparation mentale? Qu'est-ce qui te dit, à un moment donné, il faut que tu ailles voir telle personne? Moi, comme je t'ai dit, j'ai commencé quand j'étais blessée. Ouais. Et avant ça, je savais que je commençais déjà à avoir la pensée, la démarche. Je me suis dit, c'est quelque chose qui peut m'apporter, parce que je voyais un écart entre ce que j'étais capable de faire, mes capacités intrinsèques, où je savais que j'étais forte, que je pouvais y arriver, et mes résultats en compétition, où il manquait toujours quelque chose, où il y avait un décalage, j'aurais pas pu l'expliquer, mais maintenant, du coup, je peux. Et c'est ça qui m'a amenée à aller voir un psy. En plus, une de mes camarades d'entraînement, Pauline Lett, a fait cette démarche avant moi, et du coup m'a conseillé sur le choix de la personne. Et je ne peux que la remercier d'ailleurs, parce que ça fonctionne super bien, et je pense que c'est ça qui m'a vraiment libérée pour pouvoir... ça a libéré mon potentiel, quoi. Ça a libéré ton potentiel. Donc après ta blessure en 2022, tu reviens. Championnat de France Albi, c'est là où tu éblouis après ta blessure. Il me semble justement que tu obtiens ton premier record au-dessus des 6000 points, c'est bien ça? Dis-moi si je me trompe. Hein. On va refaire l'année. D'accord. Vraiment, ça s'est construit hyper bien. Donc je reviens en 2023. Premier pentathlon en salle, je bats mon record en salle à Lyon, alors que je venais juste de revenir de blessure. Première compète sur le pentathlon, bim, plus de 4300 points, 4200 je crois, un truc comme ça. J'ai 4226 moi. Bien joué. Voilà, 4226 à Lyon. Donc remettons les termes. Et vraiment j'étais... hyper heureuse, parce que je revenais de blessure, premier pentathlon, bim, record. Ensuite, j'enchaîne avec les championnats, les X Athletics, qui est un grand meeting que je remercie, d'épreuves combinées à Clermont-Ferrand, que je ne rate jamais, sauf du coup cette année où j'ai décidé de pas faire de penta, où je rebats mon record 4380 et quelques. Et vraiment... festival, quoi. 4400 points, c'est du très haut niveau mondial. Et malheureusement, je fais 4e au championnat de France élite en salle, justement à cause de la pression, prépa mentale, tout ça. On a bien bossé, l'été arrive, premier heptathlon à Montpellier, plus de 6000 points.
Je suis allée le chercher, je bats mon record sur le 800 mètres et bim, 6000 points, première de ma carrière, alors que je reviens encore de blessure. Je rappelle, 6 mois avant, j'étais au fond du trou, quoi. Donc 6000 points, j'enchaîne à Albi, je fais vice-championne de France, une très belle bataille avec Esther Turpin qui du coup me bat de quelques points sur la ligne d'arrivée. Je rebats mon record, 6153 points je crois, à Albi. C'est ça, parfait. J'avais pas révisé en plus. Parfait. Et c'est grâce à ces championnats, je pense que je suis repêchée pour les championnats d'Europe, enfin le championnat du monde à Budapest. Bon, on en reparlera après. Bien tranquille, sûr. On en reparlera après, ne va pas trop vite. Donc 3 fois plus de 6000 points en une saison, alors que c'est une saison retour. Ouais. Mais que demande le peuple, quoi. J'étais trop heureuse. Moi, je pense qu'il y a t'as eu un déclic. On parle de la préparation mentale, les gens justement qui te conseillent. Mais moi, j'ai cru entendre que tu avais pris en masse. Physiquement, t'as changé, ta préparation avait changé. Est-ce que tu peux nous en parler justement de ce changement physique? Parce que là, franchement, physiquement, t'es impressionnante. Enfin, non, il faut qu'on le dise. T'es taillée, t'as pas un pet de graisse. Faut être taillé pour faire du haut niveau. Hein. Non mais, on va pas se mentir, tout le monde n'est pas taillé comme toi. Voilà. Qu'est-ce qui a changé? Voilà. Je pense pas m'être entraînée. J'ai arrêté les fast-food. Je mange quasiment pas de fast-food. Genre, le McDo, ça doit faire 4 ans que j'en ai pas. Fille parfaite. Et à chaque fois, ah non, mais le kebab, j'aime bien ça. Faut pas. Et je parlais de conseils de nutrition tout à l'heure. Se faire plaisir, c'est important. Et qu'est-ce qui a changé? Je pense que mon état d'esprit, peut-être. Après 1 an de blessure, t'as envie de tout donner, t'as rien. T'as connu 1 an sans sport. Revenir au sport, c'est la délivrance, on va dire. Donc, je pense que je me suis donné corps et âme pendant mon entraînement et ça a dû faire la différence, quoi. Vraiment, ça se voit, du coup. Mais tu vois, ce côté, moi, quand j'entends que tu as pris plus de masse, tu sais, le rapport masse grasse et l'autre partie, c'est quoi, la masse maigre. Maigre. Le muscle, quoi. Il est hyper important. Tu peux peser le même poids, mais tu n'es pas foutu de la même manière. Ah non, clairement pas. Mais est-ce que toi, tu peux nous en parler? Parce que sincèrement, quand on te voit en tenue de sport, c'est impressionnant. T'es une bête de muscles. Non, mais c'est vrai. C'est pareil, c'est pour la performance. Après, quand on part en vacances, etc., bien sûr que je perds un peu, que je mange ce que je veux. Allez voir Gianni Tamberi. La différence entre masse grasse et masse maigre, c'est un sauteur en hauteur. Donc lui, tout ce qui peut sécher, il le sèche parce que quand t'es plus léger, forcément ça décolle plus haut. Nous c'est pareil. Bien sûr, en heptathlon, t'as moins besoin d'être un raisin sec, on va dire, parce que t'as des épreuves de force comme les courses, genre le 200 ou par exemple le poids, où t'as besoin d'avoir quand même d'être ancré au sol, quoi, genre pour pouvoir avancer. Mais on a l'habitude de dire par exemple que 1 kilo c'est 3 cm en hauteur. Waouh, bon, on est foutu. Je sais pas si c'est du racontard ou quoi, si c'est vraiment, je pense que ça n'a jamais été vérifié, mais on va dire que c'est ce qu'on dit en athlé. 1 kilo, bon. Ça peut aller très vite. Mais après, quand c'est 1 kilo de masse grasse ou 1 kilo de masse maigre, c'est pas du tout la même chose. Et nous, moi par exemple, je suis suivie par une diététicienne parce que même si j'ai fait mes études de diététique, c'est important d'avoir un feedback sur ce qu'on fait. C'est Nouchka, d'ailleurs Nouchka Simic. Elle était mosellane aussi et puis elle est partie en Haute-Savoie depuis peu. Super. Donc elle me suit, on fait attention à ça, que j'ai tout ce qu'il faut dans mon alimentation et que du coup j'ai un bon rapport poids-puissance, c'est comme ça qu'on appelle ça, pour pouvoir exceller en compétition. D'accord, très bien. On passe à Budapest. Allez. Ça, c'est une anecdote. Moi, je trouve ça extraordinaire. L'anecdote, tu peux nous la raconter, mais t'es à la campagne, c'est ça? Ouais. T'es réservé. J'étais en vacances. T'es en vacances. Et tu savais que tu étais dans les starting blocks. Hein. On devait potentiellement t'appeler, mais ça dépendait de 7 personnes qui se sont désistées au dernier moment. C'est ça. C'est énorme. Mais oui, j'étais après les championnats de France élite, j'avais pas fait les minima pour les championnats du monde, donc je me suis dit écoute, ça y est, t'es vice-championne de France. C'est les vacances, quoi. C'est bien. Donc, je suis partie à la campagne. Gaëtan Bloin, mon référent à la fédération, à la FFA, m'a dit, écoute, reste quand même dans les parages, pars pas au Pérou, quoi. Donc, j'étais restée à la campagne à côté de en Moselle. Non, pas en Moselle, mais bref, à côté. Et 2 semaines avant, Gaëtan me rappelle, il me dit, écoute,
fais tes bagages. Là, j'étais en mode, quoi? Je me suis assise. Bon, je me suis retenue de pleurer quand même sur ce moment-là parce que vraiment, c'était la consécration de ma vie. Moi, je regarde l'athlétisme depuis que je suis toute petite. Je sais ce que ça vaut une sélection en grand championnat. Donc, je me dis, mais non, je m'assois. Je craque pas encore parce qu'il faut que j'appelle mon entraîneur. J'appelle Julien. Je lui dis, Julien, on part à Budapest. Et là, j'ai craqué, vraiment. J'ai réussi à lui donner la phrase là. Et après, j'ai pleuré au téléphone. Et lui, je pense qu'il a dû s'asseoir aussi. Et après ça, j'ai appelé ma mère. J'étais en larmes pendant, 2 heures faciles. Tellement j'en revenais pas. Et puis après, tout s'est mis en route, quoi. Je suis partie avec l'équipe de France. J'ai reçu ma super dotation. Puis on est parti à Budapest. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Parce que moi, selon moi, tu me dis si je me trompe, tu es ébloui aux yeux du grand public. Tu es ébloui par tes performances, tu es ébloui par ton sourire, par ton peps, tu vois. T'avais ce truc en plus. Moi, je me souviens de mes enfants. Oriana. Mais non, mais c'est hallucinant. Tu claques la bise, c'est tellement fort en plein direct. C'est juste extraordinaire ce que tu as apporté à l'athlétisme français, il faut le dire aussi, mais surtout la vision qu'on peut avoir d'un athlète. Aujourd'hui, on a l'impression que les athlètes, ils sont fermés sur eux-mêmes, ils vont à la caméra aux interviews, mais un peu fermés et répondre aux questions de manière bête. Et toi, tu y es allé avec une énergie. Franchement, c'était éblouissant. Mais moi, je voulais te demander, quand tu y vas, est-ce que tu te dis, bon, je vais faire des perfs, ou est-ce que tu te dis, bon, je suis content d'être là, je fais ce que je peux? Comment tu parles? Comment tu peux te dire, vas-y, je suis au championnat du monde et je vais faire ce que je peux? Ouais, je sais, mais tu es sportif de niveau, mais le grand public peut se dire. Oui, ouais, et mais surtout avec certains repêcher. Athlètes français, je pense que oui, il y a eu beaucoup de critiques sur après ces championnats, en plus, sur l'état d'esprit de l'équipe de France. Faut pas y aller avec des complexes. Moi, j'y suis allée sans complexe, j'étais dernière prise. Mais j'y suis allée, mais c'était un cadeau immense qu'on m'a fait d'être sélectionnée là-bas. Je pouvais pas me dire, ah ouais, je vais juste aller voir. Non, mais sérieux. Genre, j'étais avec les meilleurs du monde, j'avais gagné ma place, ils m'avaient donné ma place, mais j'allais me battre à 200%. Je pouvais pas faire moins que ça, parce qu'on m'avait donné ma place, je représentais mon pays, j'étais capable de me battre, parce que j'avais fait une saison de folie. Pourquoi s'arrêter là? Non, j'avais rien à prouver, j'avais gagné ma place, j'avais rien à prouver. J'étais là, j'avais la meilleure place, on va dire, parce que personne n'attendait rien de moi. J'étais juste là pour faire ce que je savais faire dans un contexte incroyable. Donc, j'étais moi-même, quoi. Il faut le rappeler aussi. Un athlète de haut niveau, il s'entraîne pour ça. Bah oui. Son rêve, et tout ce qu'il fait au quotidien, tu parlais justement de l'épreuve, de l'entraînement au quotidien, et tu t'entraînais pour ça. C'est pour vivre ce genre de moment. Vraiment, avec mon coach, quand on est rentré dans le stade la première fois, on a le droit de rentrer un peu avant dans le stade pour voir et tâter les lieux, on va dire. On s'est regardé et on n'avait même pas besoin de se parler. En fait, on était là où on devait être, tu vois. Ouais. C'était, je sais pas comment, c'est une sensation inouïe de se dire, bah voilà, là, j'ai bossé, c'est ce que je vaux, c'est l'endroit où je dois être, c'est là où je veux être. Et c'est ça c'est ça qui m'a apporté, en fait. Je pouvais pas, ce sera pas tout le temps comme ça. Mon coach, il a l'habitude de me dire qu'il faut que je les garde vraiment au plus profond de moi, ces souvenirs-là, parce que je vivrai encore plein d'autres choses, je pense. Mais c'est des premières fois comme ça, mais tout le monde en rêve, je veux dire. Je l'ai vécu, mais tu vois, tout le monde en rêve, mais tout le monde ne fait pas exactement, c'est 6179 points. Non. Donc, tu vois, au-delà de ça, tu y allais avec ton insouciance, parce que c'est comme ça que je vais appeler, ton insouciance de la première fois au championnat du monde, mais tu y vas et tu claques quand même des perfs. Ouais. Mais 12e quand même, non mais c'est énorme. Ouais, demi-finaliste et tout, ouais. C'est énorme. Ouais, mais parce que j'étais pas en mode je regarde, j'étais à fond dans mon heptathlon, je voulais vraiment être à 100% de moi-même, faire du 100% Oriana sur chaque épreuve. Je me voyais pas faire moins que ça et j'étais habitée, quoi. Je pouvais pas faire moins que ça et pour tout le monde, il faut le dire, c'est tellement dur de réussir à faire ça au moment au moment où il le faut.
c'est des coups d'éclat. L'athlétisme, c'est vraiment des coups d'éclat. Les grands champions qui arrivent à durer sur la durée, c'est de l'entraînement, c'est des performances, c'est du talent. Mais réussir à être à 100% au moment où il le faut, c'est une chance. Je vais le dire, parce que c'est des probas, en fait. Mais je suis d'accord avec toi. C'est une chance incroyable. Et pour tous ceux qui nous regardent, ne jugez pas les athlètes sur une performance. Intéressez-vous à leur carrière, à ce qui s'est passé dans leur vie. Là, ça aura vraiment du sens, ce que vous voyez. C'est pas une fois. Tu peux être ébloui une fois. Je suis hyper heureuse de vous avoir apporté le sourire, la joie, la spontanéité de ce que j'ai fait. Mais ce sera peut-être pas forcément le cas. Ayez de l'indulgence pour les athlètes. C'est magnifique message. Franchement, merci de ce que tu es en train de dire. Tu me donnes la chair de poule. C'était pas prévu. Tu donnes la chair de poule. Je vais pas terminer là-dessus. On va passer à une petite partie qui s'appelle le tac au tac. Allez. Tac au tac. Tu vas répondre en une minute à toutes les questions que je vais te poser. En une minute. Pas plus. Hein. T'es prête? Allez. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas de place pour l'essai. Maître Yoda. Ton épreuve préférée en heptathlon? J'en ai pas, c'est l'heptathlon. Avec quelle célébrité tu aimerais partager un dîner? Revoir Antoinette Nanadjimou. C'est la maman des épreuves combinées. Ok. Ta série ou ton film préféré? Inception. Christopher Nolan. Ouais, superbe. Quelle est la personne la plus connue de ton répertoire? Jean-Jacques Goldman. C'est vraiment mon artiste préf. 3 mots qui te décrivent. Spontanée, rayonnante et un peu folle. Et originale. Dernière, une chose secrète à savoir sur toi. Je sais pas. Secrète, allez. Un truc secret? Ouais. Il n'y a pas grand-chose de secret sur moi. Ah si, je savais pas du tout faire de make-up. Ah, ok. Bon, mais top. Je te remercie. Donc, bien évidemment, tu es en lice. Tu es notre athlète, hein, Mosellane, pour Paris 2024. Yep. Ça, vraiment, c'est. J'imagine pour toi, tu vas pour performer. Ça doit être vraiment quelque chose que tu dois attendre depuis tellement longtemps. Et puis, quand on regarde la succession de ta carrière, justement, comment tu es arrivé depuis 2023 à la retour de ta blessure, aujourd'hui 2024, Paris. Comment toi, tu te prépares pour justement être au top, comme tu dis, le jour J? Bon, mais tout ce qu'il faut dans le panier, on va dire. Vraiment, tout ce que j'ai pu parler avant, on fait ça, mais encore plus au millimètre, encore plus poussé, on va dire, pour être sûre d'être prête. J'en parle énormément, du coup, avec mon prépa mental, parce que il faut être prêt pour ce genre de rendez-vous. J'ai été prête à Budapest parce qu'on en a beaucoup parlé. Et je serai prête aux championnats d'Europe et aux JO parce qu'on en aura parlé et que je saurai ce que je vaux à ce moment-là. Donc, t'es génial. Et puis, faut le rappeler, hein, la qualification, hein, c'est 24 athlètes, c'est bien ça? Ouais. Tu es 17e au classement à peu près. Ou sinon, tu peux avoir des points avec les compétitions mondiales. Éventuellement, si tu remplis pas il y a un quota de points, c'est ça aussi? Il y a soit les minima. C'est décidé par la fédération internationale. Si tu fais cette performance, c'est bon. Tu y vas. Allez, c'est parti. Okay. C'est mon objectif clairement cette année. Comme ça, au moins, écoute, c'est fait et puis je reste sereine pour la suite. D'accord. Ou alors, du coup, comme tu en parlais, les points qu'on peut récolter avec les compétitions internationales qui, justement, déterminent notre classement. Moi, grâce à mes championnats du monde l'année dernière, je suis 17e maintenant. Mais il faut savoir qu'il reste encore toute la saison d'été. Il y en a certains qui me demandent « Ah oui, tu sauras seulement début juillet, mais c'est super tard ». Il faut savoir qu'en athlétisme, on sait toujours à peu près un mois avant. Sauf ceux qui font les minima, on sait toujours à peu près un mois avant pour les gens qui attendent justement le classement. Parce qu'il faut qu'ils mettent fin au classement et que tout le monde ait réalisé les performances en compétition. Donc, j'attends. La question que je vais te poser, c'est est-ce que c'est stressant? Comment tu le vis? Ou c'est une logique pour un sportif d'attendre? Comme tu dis, d'attendre, c'est normal pour un athlète. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu veux sécuriser le plus tôt? Ou tu te dis, de toute manière, si je continue sur cette lancée, c'est la suite naturelle?
Sécuriser, c'est un grand mot parce que comme on l'a dit, franchement, les perfs, elles arrivent surtout quand on s'y attend le moins. Donc, je me mets pas la pression plus que ça. De toute façon, c'est inéluctable, comme dit Thanos. Ça va arriver. Elle a dit Thanos. Ça va arriver. Donc, je laisse le temps faire. Je m'entraîne. Les compétitions arriveront. Je serai prête. Et si les minima sortent, de toute façon, je dis, c'est l'objectif. Donc, ça sortira. Et puis, sinon, je serai prise au classement international. Hein. Très bien, très bien. Pas le dernier mot. Voilà, c'est toi qui as le dernier mot. C'est pas moi. Je lâche mes fiches. Qu'est-ce que tu veux lancer comme message? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien évidemment, nous, on te souhaite le meilleur. Parce que sincèrement, là, sur ce plateau-là, tu donnes la chair de poule, tu nous fais sourire. Et surtout, au-delà de ça, nous, on va te suivre. C'est vrai que, je vais être honnête avec toi, je ne suis pas beaucoup les pentathlons. Mais là, depuis que je te connais, je suis sûr que je vais observer chaque compétition. Mais je te laisse le mot de la fin. Ce sera un mot de remerciement parce que merci déjà à la Moselle, à mon département, parce que sans ça, j'aurais peut-être pas la carrière qu'on me connaît maintenant. Ce serait pas l'athlète que vous me connaissez. Et plus largement à tous les partenaires, tous les gens qui m'entourent, tous les gens qui croient en moi pour cette année et pour les années à venir. Merci à mon entourage, à mon groupe d'entraînement, la Brut Team. Et à mes personnes proches comme éloignées qui font des petits messages, qui m'aident au quotidien. Ça, c'est tellement important pour le sportif. Donc, merci. Merci à toi.